Très bien. Bienvenue aux mamans dans ce petit talk grossesse. Aujourd'hui, on va parler du coup du sport durant la grossesse, mais aussi en postpartum. Moi, je m'appelle du coup Anaïs et je suis responsable communication au sein de Éveil et Conseil. Je gère un petit peu l'Instagram d'Éveil et Conseil. Et aujourd'hui, avec nous, on a Marine et Camille. Je vais vous laisser vous présenter. Donc, bonjour à toutes. Je suis Camille, kinésithérapeute. Je suis spécialisée en urogynécologie et en pédiatrie. Et donc, je suis installée en libéral. Et moi, du coup, je suis Marine, sage-femme au centre hospitalier de Versailles. Et voilà, et c'est une thématique que j'apprécie particulièrement et je prends assez à cœur le fait d'encourager les patientes à poursuivre une activité physique pendant et après la grossesse. D'où cette participation aujourd'hui. Donc, les mamans, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Nos pros, elles y répondront. Et aussi, vous allez avoir des petites questions. Donc, vous avez l'espace commentaire pour répondre. C'est un petit quiz et après, nos pros donneront la bonne réponse. Vous pouvez éventuellement nous dire si vous êtes, dans quelle situation vous êtes, si vous êtes enceinte, si vous êtes en postpartum, peut-être répondre dans le chat afin qu'on oriente aussi notre discours en fonction de votre situation. Pour l'instant, il n'y a pas de message. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, voilà, à nous donner un petit peu votre situation au au cours de... Ah bah super, huitième mois. Ok, très bien. Alors, on fait partie donc, de Éveil et Conseil, qui est un collectif de professionnels de santé. On a notamment créé une prise du neurodéveloppement allant de 0 à 3 ans, qui va vous montrer voilà, toutes les étapes neuromotrices par âge. Alors, à savoir que c'est un ordre d'idées, évidemment, chaque enfant a ses particularités. Cette prise est, euh, est actualisée et elle prend en compte toute la littérature scientifique. Donc, n'hésitez pas à la télécharger directement sur notre application ou même tout simplement sur Instagram aussi, il y a le lien. Voilà. Donc, on est un collectif, comme je vous disais, de professionnels de santé. On a créé une application qui est gratuite avec une frise en ligne, un certain nombre d'écrits qui sont basés sur la littérature scientifique. Donc, on vous laisse les QR codes si vous avez envie soit de télécharger notre application, notre frise du développement directement, ou tout simplement de l'information directement sur Instagram. Alors, donc nos objectifs aujourd'hui pour cette présentation, c'est notamment de déconstruire les idées reçues qu'on peut avoir concernant la pratique sportive, ou en tout cas l'activité physique pendant la grossesse et dans le postpartum. On va évidemment vanter les bienfaits du sport dans cette partie de la vie des femmes qui est quand même très importante et enfin, pendant laquelle on va beaucoup observer la santé, mais finalement peut-être pas de la meilleure des façons, ou en tout cas pas en se ciblant sur de la prévention, le bien-être, etc. Et on va beaucoup plus médicaliser les choses. Et on va également vous donner des conseils pratiques pour pouvoir les appliquer dans votre vie quotidienne. Donc ici, on avait déjà fait cette présentation au moment des Jeux Olympiques. Et c'est pour montrer à quel point finalement, même chez des sportifs de haut niveau, il est très important pour elles. Alors bien sûr, elles ont des présentations et des parcours avec des coachs qui sont adaptés à leur niveau, mais c'est pour dire que voilà, c'est quelque chose qui est largement faisable pour la plupart des femmes, que ce soit pendant l'allaitement, la grossesse, le postpartum, voilà, tout est possible, à condition bien sûr d'être bien accompagné. Et donc on voulait commencer par un petit quiz pour justement remettre un petit peu
En question, certaines idées reçues sur le sport. Alors, je ne sais pas si vous voulez peut-être juste participer dans le chat pour donner vos idées par rapport aux questions. Donc, certains sports sont contre-indiqués pendant la grossesse. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt vrai, plutôt faux? Ouais, une réponse vraie. C'est vrai, oui. Je laisse peut-être 20 secondes et puis on voit s'il y a d'autres personnes qui veulent interagir. Oui, je vois la notion de la boxe. Donc, a priori, des personnes qui ont déjà pas mal de connaissances sur le sujet. Donc, je vais avancer tranquillement. Effectivement, c'est vrai. Alors, on en reparlera un petit peu plus tard, mais bien sûr, il y a certains sports, notamment la plongée sous-marine et les sports de contact, ou en tout cas à risque de chute, qui sont contre-indiqués formellement pendant la grossesse, mais plus en lien avec les risques qu'ils impliquent pour la femme que par rapport à la dépense physique, ou en tout cas à l'activité en elle-même. Hormis ces activités-là, la plupart des sports sont compatibles. Ensuite, le sport peut provoquer une fausse couche ou un accouchement prématuré. C'est peut-être un petit peu plus technique comme question, mais c'est quand même des choses qu'on peut entendre ou qu'on peut craindre chez certaines patientes. Donc, je trouve la question intéressante. Après, si vous ne savez pas, vous avez le droit de ne pas savoir. Oui, c'est technique. Je suis d'accord avec la réponse. Donc, la réponse, c'est que c'est faux. En fait, il n'y a pas de lien direct entre l'activité physique et le risque de fausse couche ou d'accouchement prématuré. Il y a eu de nombreuses études réalisées sur le sujet. Il n'y a pas eu de lien démontré. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais en fait, il y a un amalgame entre le fait d'être en très forte activité physique intensive et finalement une activité physique modérée à classique, qui est ce qu'on recommande pendant la grossesse et qui, elle, ne provoque absolument pas de risque de fausse couche ou d'accouchement prématuré. Ensuite, question suivante. Je ne peux pas débuter une activité sportive pendant la grossesse car je n'étais pas sportive auparavant. Alors, est-ce que vous considérez que c'est plutôt vrai, plutôt faux? Faux. Donc, effectivement, c'est largement faux et c'est surtout sur cette catégorie de patientes que nous, on a un grand rôle à jouer. C'est-à-dire que d'un point de vue de la santé publique, on a un grand intérêt à faire commencer le sport aux femmes enceintes parce qu'elles vont améliorer leur santé de façon globale, mais aussi celle de l'enfant à naître. Et ça peut aussi les faire, enfin en tout cas, elles vont démarrer une démarche voilà, pour prendre soin de leur santé. Et finalement, les femmes sont assez peu suivies parce qu'elles sont jeunes et voilà. Et parfois, la grossesse, c'est le premier moment où elles vont être autant suivies médicalement. Si c'est pas à ce moment-là qu'on leur propose de faire du sport, voilà, c'est en tout cas une belle fenêtre de tir pour intervenir et les conseiller par rapport à ça. Donc, complètement qu'on peut commencer une activité physique à ce moment-là. Je risque une descente d'organes en reprenant le sport rapidement après l'accouchement. Plutôt vrai, plutôt faux, qu'est-ce que vous diriez? C'est un petit peu plus difficile aussi comme question, parce que c'est des choses qui s'entendent assez souvent. Donc ça, ce sera la partie de Camille qui est kiné et spécialisée sur cette thématique-là, mais je ne sais pas s'il y avait la réponse. Oui. Alors attendez. Je sais pas. Il y a un petit bug sur le... En tout cas, c'est faux. On ne provoque pas une descente d'organes en reprenant le sport trop tôt. Par contre, si on reprend le sport sur un périnée non rééduqué, on risque d'avoir des symptômes de type fuite urinaire, gêne en tout cas
aux efforts qu'on va considérer comme à glotte fermée, donc c'est-à-dire les efforts de poussée avec des abdominaux qui sont sollicités. Et donc, si on le fait sur un périnée qui n'est pas encore rééduqué, on risque d'avoir plus de symptômes. De là à parler de descente d'organes, on a le temps avant d'envisager ce genre de choses. C'est pas du tout un effort sportif qui va le provoquer. Donc, pas de crainte par rapport à ça. Mais on reparlera bien sûr de l'importance de la rééducation. Le sport peut améliorer mon bien-être, mon sommeil et la santé de mon enfant à naître. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de, de doute là-dessus. C'est un peu le propre de notre topo d'aujourd'hui, c'est que vraiment, il y a quasiment que des bienfaits à pratiquer du sport et ça va jouer donc sur votre santé mentale, votre sommeil. On parle beaucoup du fait que les mamans ne dorment plus après l'accouchement, mais il y a aussi des patientes qui finalement ont des grandes difficultés de sommeil pendant la grossesse. Et le fait de pratiquer une activité physique dans la journée va améliorer la récupération et le sommeil nocturne. Voilà, et évidemment aussi la santé de l'enfant à naître. On parle beaucoup d'épigénétique aujourd'hui, mais le fait de pouvoir avoir un mode de vie sain pendant la grossesse aura des conséquences à long terme sur l'ADN et les gènes de votre enfant, et même sur sa descendance. Donc c'est vraiment un investissement à prendre sur l'instant, mais qui va porter ses fruits sur du très long terme. Voilà. Et donc ensuite, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au petit quiz là, mais de toute façon, on va tout réexpliquer ensuite. Donc, les bienfaits du sport pendant la grossesse. Paradoxalement, la grossesse, c'est une période où le sport est diminué ou stoppé pour la plupart. Donc, on ne fustige pas du tout les femmes. Hein, c'est une période qui peut être fatigante, pendant laquelle on peut manquer de temps. Le premier trimestre, par exemple, c'est un moment où la grossesse est assez invisible aux yeux de la société et pendant lequel on est très fatigué, on peut avoir des nausées. Donc, c'est compliqué de maintenir une activité physique. Et puis après, le ventre prenant sa place, c'est difficile de se réarmer pour reprendre une activité. On peut avoir aussi la peur d'impacter la grossesse par méconnaissance. Hein, c'est tout à fait normal. Il y a peu finalement de professionnels de santé qui parlent de l'activité physique. Je pense que pour celles qui ont eu des consultations de grossesse, on va beaucoup cibler les choses sur les vaccinations, les sérologies, le contrôle des risques, le projet naissance, la préparation, etc. Mais finalement, on laisse peu de temps, alors aussi parce qu'on est limité sur un temps de consultation, mais ça va plutôt passer en arrière-plan, alors que le sport peut finalement améliorer beaucoup de symptômes et beaucoup de maladies. Je pense à l'hypertension artérielle et au diabète gestationnel notamment. Voilà, donc il y a un manque d'accompagnement de la part des pros de santé aussi, donc d'où le topo du jour qui va nous permettre de progresser tout ensemble. Et donc largement, les bénéfices d'une activité physique adaptée et régulière sont avérés, mais par de multiples études sur le plan international. Et ça va participer, dans un cadre de prévention, à beaucoup des complications liées à la grossesse. Alors, donc les bénéfices pour la maman, donc j'en parlais, la régulation de la tension. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de la prééclampsie qui est une maladie liée au placenta pendant la grossesse et qui augmente la tension artérielle de la maman, donc c'est principalement au 3e trimestre. Et donc le fait de faire une activité physique tout au long de la grossesse va diminuer ce risque. Il y a également une diminution du surpoids et de l'obésité. Donc finalement, il y a une meilleure maîtrise de la prise de poids en continuant à faire du sport. Le but, c'est pas non plus de ne pas prendre un gramme, mais en tout cas, la prise de poids est mieux répartie au cours de la grossesse. Avec du coup comme conséquence une diminution du risque du diabète gestationnel, donc une diminution du risque de résistance à l'insuline. Et une augmentation du mental, donc de la motivation, de l'élan vital, avec du coup une prévention de la dépression postpartum. Plus vous faites du sport pendant votre grossesse et après, moins vous avez de risques avérés de développer des symptômes dépressifs. Pour le fœtus, ça diminue donc le tissu graisseux et donc le risque de macrosomie.
Et qui dit macrosomie, donc la macrosomie, c'est le fait d'avoir un bébé estimé à un poids supérieur au 90e percentile. Et ça, donc, ça va entraîner parfois des complications pendant l'accouchement, avec plus de risque d'extraction par ventouse, par exemple, ou par forceps. Donc le poids du bébé est diminué et il y a une amélioration. On parlait de la frise du développement, mais ça a été largement démontré que le fait de faire de l'activité physique améliore le développement neurologique du bébé. Donc que des bienfaits finalement. Et donc j'en parlais tout à l'heure, mais pourquoi il y a un amalgame entre le risque de fausse couche? C'est parce qu'on dit que quand on pratique une activité physique assez intensive, il y a un déséquilibre au niveau du métabolisme et que le sang il va être redistribué vers les muscles et moins vers les organes nobles, et donc il y a une diminution du débit sanguin placentaire. Sauf que ça, c'est le cas si vraiment on fait un ultra-trail ou des sports à impact, enfin pas du tout les activités qui sont recommandées pour la grossesse. Donc vraiment pas de crainte par rapport à ça. Il y a beaucoup d'études qui se sont penchées sur le sujet. On n'a fait aucun lien entre l'activité physique et le risque de menace d'accouchement prématuré. Pendant très longtemps, on a demandé aux femmes qui étaient en menace d'accouchement prématuré de rester alitées. C'est terminé. Il n'y a vraiment plus de bénéfices, voire même des effets délétères parce qu'il y a un risque de phlébite au niveau des jambes. Donc voilà. Aucun intérêt démontré de rester immobile dans ce genre de situation. Donc il y a quand même des contre-indications à l'activité physique pendant la grossesse qui sont principalement des contre-indications obstétricales, notamment si vous avez rompu prématurément les membranes, donc perdu les os très tôt dans la grossesse. Si vous êtes déjà en menace d'accouchement prématuré, par contre, on ne vous demande pas d'être alité, mais le but n'est pas d'aller courir un footing non plus. Donc à ce moment-là, on va réadapter. Donc il pourra y avoir de la marche, mais pas de l'activité physique en tant que telle. Un saignement vaginal persistant au-delà du premier trimestre, où les saignements sont très fréquents. Mais s'il y a un saignement, ça peut indiquer que le placenta est positionné près du col. Donc on parle de placenta prévia. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut faire très attention à l'activité physique qui peut entraîner des contractions et donc des saignements plus importants. On parlait du fait que l'activité physique, elle prévenait la prééclampsie, mais une fois qu'on est en situation de prééclampsie, on a une hypertension. Et donc, comme chez toute personne hypertendue avec une tension qui n'est pas contrôlée, on recommande d'éviter l'activité physique. Chez les patientes qui ont évidemment une béance du col ou qui ont été cerclées pour des menaces de fausse couche tardive ou de l'accouchement prématuré, on évite également l'activité physique. Et les situations de retard de croissance intra-utérin. Alors pourquoi? C'est parce que s'il y a un retard de croissance, c'est peut-être que la perfusion placentaire se fait mal. Et dans ce cas-là, on ne va pas en plus augmenter les dépenses et l'apport sanguin ailleurs aux dépens de l'apport placentaire. Ensuite, il y a des contre-indications relatives. Alors relatives, ça veut dire que ça nécessite une évaluation médicale. Mais si finalement la personne qui vous suit vous dit pas de problème, on peut continuer en s'écoutant bien sûr. Mais donc les personnes qui ont fait beaucoup de fausses couches, voilà, si la grossesse est bien lancée, il faut réévaluer la situation. Les grossesses gémellaires, c'est des grossesses qui sont bien plus suivies, donc pareil, il faut une évaluation médicale. Les situations d'anémie, il faut faire attention parce que l'essoufflement est plus important, il peut y avoir des vertiges, des malaises. Donc si vous n'êtes pas suffisamment supplémenté par rapport au fer, il faut être vigilant par rapport à l'anémie. Un diabète qui est déséquilibré, alors ça c'est le cas que vous soyez enceinte ou pas, donc c'est une vérité absolue. Évidemment, les situations de malnutrition ou de troubles du comportement alimentaire, il faudra que ce soit suivi médicalement. L'obésité extrême, c'est par rapport au risque articulaire et au risque de chute. Les limitations orthopédiques et les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, ça c'est le cas que vous soyez enceinte ou pas. Les maladies thyroïdiennes non contrôlées également, et un haut niveau de tabagisme du fait de la capacité pulmonaire. Donc il faudra réévaluer tout ça. Et évidemment, envisager un sevrage tabagique dans un premier temps avec une sage-femme ou un tabacologue. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas au fil de l'eau si ça vous vient. Donc on parlait des recommandations internationales. Là, on vous a mis plusieurs sources de plusieurs pays différents qui finalement disent toute la même chose.
Et quand on regarde ces recommandations, en fait, elles ne diffèrent pas beaucoup des recommandations pour la population générale. C'est-à-dire que l'activité physique, il va falloir en faire environ 150 minutes par semaine, réparties comme vous préférez. Ça peut être 3 fois 50, ça peut être 5 fois 30. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par activité physique modérée? C'est une activité physique pendant laquelle vous allez pouvoir continuer à parler sans difficulté. Donc, ça peut être de la marche rapide, de la gym douce, de la natation. Voilà. Ensuite, si vous voulez augmenter l'intensité, c'est pas nécessaire de faire plus que 150 minutes. Et après, à vous de voir au fil de l'eau, au fil de votre ressenti pendant les séances, est-ce que vous préférez faire des séances plus courtes mais plus nombreuses, plus longues? Ça va dépendre évidemment aussi de vos emplois du temps, de si vous continuez à travailler, etc. Donc grosso modo, des séances entre 30 et 50 minutes réparties dans la semaine. Et vous pouvez aussi varier les différents sports, travailler la souplesse avec de la gym douce, travailler l'endurance et le cardio avec de la marche rapide ou même de la course à pied si vous êtes déjà adepte de course à pied en dehors de la grossesse. Voilà, voilà. Et donc après... Voilà, donc ça c'était un petit peu ce qu'on disait dans le quiz, c'est que si vous êtes peu ou pas active, on peut tout à fait commencer un sport, mais on va plutôt privilégier des sports qui sont pas trop intensifs, donc la natation, la marche nordique, les étirements, le yoga, le pilates. Voilà. Par contre, si déjà vous pratiquez une activité physique, votre corps, votre cardio sont habitués à ces pratiques, et dans ce cas-là, il va falloir juste adapter ce que vous faisiez déjà, et bien sûr, ne plus rechercher la performance. Il y a des personnes qui font des trails, des marathons, elles vont adapter leur pratique, continuer à courir, mais ce sera bien sûr plus l'objectif pour le moment de performer. On évite toujours ce qui peut être des sports de contact, notamment des contacts au niveau du ventre ou à risque de chute. Camille vous en reparlera, mais le centre de gravité de la femme étant modifié pendant la grossesse, il peut y avoir plus de déséquilibre, donc il faut faire attention. Et sur le troisième trimestre, de façon assez naturelle, les patientes vont devoir adapter leur activité finalement à la taille de leur ventre et au poids qui pèse. Donc ça va plus être de la piscine, de la marche, de la gymnastique douce, enfin voilà, des choses un petit peu plus soft. Et donc tout ce qui va être sport sous-marin ou en haute altitude, on évite parce que ça diminue la saturation en oxygène dans le sang. Il y a également des sports à risque extrême, hein, donc tout ce qui est kitesurf, parachutisme, ça paraît évident, mais on préfère le redire. Et les sports de combat, l'une de vous disait la boxe tout à l'heure, effectivement, il y a toujours des risques de choc au niveau du ventre. Et ensuite, je crois que j'avais fait un petit récapitulatif. Donc, de la formule gagnante pour une bonne séance de sport, donc des activités adaptées à son niveau. Donc, quel est le niveau de base? Est-ce qu'on démarre quelque chose de plus doux ou au contraire, est-ce qu'on poursuit ce qu'on faisait déjà, mais d'une façon différente? Une intensité modérée, ça veut dire pouvoir parler pendant la séance. Entre 150 à 180 minutes par semaine. Donc le mieux, c'est de faire plus de 3 séances pour que ce soit bien réparti. Bien s'hydrater, alors ça, on ne le redira jamais assez, notamment actuellement avec les grandes chaleurs. Mais avant, pendant et après, les femmes enceintes ont besoin de plus d'apport hydrique que la population générale, donc il ne faut vraiment pas hésiter à boire. S'arrêter au moindre signe d'alerte, donc ça veut dire s'écouter pendant la pratique. Si on sent qu'on est essoufflé malgré le repos, qu'on est fatigué, qu'on commence à être étourdi, ça peut valoir le coup de faire le point sur une éventuelle anémie. Et si bien sûr on développe des contractions, qu'on perd du liquide ou qu'il y a un saignement vaginal, on va consulter un professionnel de santé. Et le but, c'est bien sûr la détente, la déconnexion, mais aussi la connexion avec son bébé. Donc voilà. Et je crois que je vais laisser la parole à Camille pour la suite. Donc, pour conclure sur les activités physiques, globalement, si vous êtes déjà une adepte, par exemple, de la course à pied ou d'un sport qui pourrait mettre, par exemple, votre périnée à risque de contrainte, vous pouvez tout à fait en faire enceinte. Vous aurez, il y a aussi des activités donc, posturales, comme disait Marine, comme le pilates, la gymnastique douce, le yoga, mais des activités cardio-training, la piscine,
la musculation, le crossfit même pour certaines femmes, le tennis, la course et le vélo qui est un petit peu mis entre guillemets puisque du coup il y a toujours un risque de chute, mais pareil pour celles qui ont l'habitude d'en faire, tout à fait recommandé d'aller dans la continuité. Donc, je vais pas redonner des informations, mais donc ça dépend. Donc, le choix de votre sport dépend de vos capacités initiales, de euh, merci du respect. Donc, ça demande un certain respect du plancher pelvien. Donc, choisissez en fonction de voilà de vos capacités. Est-ce que vous avez des symptômes à l'effort ou non? Et toujours en intensité modérée. Donc, effectivement, on a un certain nombre de changements morphologiques enceintes. On dit en moyenne qu'il y a une prise de poids entre 9 et 15 kilos, ce qui va forcément engendrer des changements corporels. Le premier changement étant l'avancement de votre centre de gravité. Et cet avancement de centre de gravité va avoir divers impacts. Le premier, ça va être notamment la lordose lombaire, donc le fait que le dos se creuse. C'est souvent une position de la femme enceinte qui est verticale en creusant le dos et qui se déporte le poids vers l'avant. Le fait qu'il y ait une lordose lombaire, il va y avoir des conséquences au-dessus et en dessous. Donc au-dessus, il va y avoir un dos qui est plus arrondi, on appelle ça une syphose thoracique, et en dessous, des mouvements du bassin, avec notamment une rétroversion du bassin ou une antéversion fonction des patientes. Et donc, il va y avoir, par rapport à cet avancement du centre de gravité, des pressions qui vont être exactement les mêmes, et notamment des pressions un peu plus importantes sur les organes. J'entends par organe la vessie, le rectum, ou tout simplement le col de l'utérus. Donc, tout à l'heure, Marine vous a expliqué l'intérêt d'une bonne rééducation périnéale et abdominale. Donc, souvent, on pense que le plancher pelvien, c'est vraiment cette zone entre l'ouverture vaginale et l'anus, comme un hamac entre ces deux zones-là. Mais sur la gauche, vous pouvez voir que le périnée, c'est un agglomérat d'un grand nombre de muscles, ce qui fait de lui un muscle assez fort et un muscle constitué de plein de petits muscles. Donc voilà, sur la gauche, vous pouvez voir que c'est finalement assez large le périnée. Et donc son rôle, ça va être vraiment, comme je vous disais avant, de tenir vos organes. Et donc je vous ai remis le positionnement des organes. Et vous voyez à quel point voilà, il est le maître de toute cette zone de maintien. Euh, puisque du coup, on est plutôt avec des femmes enceintes sur ce petit talk, je dirais que pour prendre de l'avance, déjà sur votre rééducation périnéale, s'il y en a besoin d'une, ce serait de savoir comment contracter votre plancher pelvien. Moi, je donne souvent des petits tips. Le premier étant comme si l'on retenait l'envie d'uriner. Mais ça va être plutôt pour la zone antérieure, celle autour de l'ouverture vaginale. Mais on peut aussi, par exemple, faire comme si on retenait une selle. Ça va être plutôt au niveau de la partie postérieure. Donc voilà, c'est deux manières qui permettent de contracter le périnée dans son ensemble, mais en orientant sa contraction soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Et puis après, on a des images mentales, comme le pont-levis, la fermeture d'une grotte, une fermeture éclair. Image mentale que vous pouvez tout à fait mettre en place d'ores et déjà, parce que conscientiser votre périnée maintenant, c'est aussi permettre une meilleure récupération postpartum. Donc, on parle beaucoup de rééducation périnéale, mais il faut savoir que le périnée est intimement lié, d'un point de vue contractile, aux abdominaux. Donc, il y a plusieurs types d'abdominaux. Il va y avoir les abdominaux qui sont superficiels, notamment les tablettes de chocolat, vraiment ceux qu'on voit sur le devant. Il va y avoir aussi les abdominaux qui sont plus profonds, notamment le muscle transverse. Et il faut savoir que ce fameux muscle transverse se contracte en synergie avec votre périnée. Quand vous activez votre périnée, vous activez 60% de votre muscle transverse
Et quand vous activez votre transverse, vous activez 40% de votre périnée. Ce qui montre bien qu'en fait, ça n'a pas de sens de contracter uniquement le périnée ou uniquement les abdominaux. Ça a du sens de les activer, pardon, en relation. Par contre, c'est important qu'il n'y ait pas de compensation, que vous n'activez pas vos abdominaux pour activer votre périnée. Vous sachiez activer l'un et l'autre séparément, mais en tout cas, sachez que dans un contexte de sport ou même de port de charge, de portage de votre bébé, c'est important que les deux soient activés. Et donc, ce fameux muscle transverse, c'est ce qu'on va aussi travailler au cours d'une rééducation abdominale. Donc, comment est-ce qu'on contracte le transverse? Pareil, puisque vous êtes en prépartum, je trouve ça intéressant d'ores et déjà de l'activer pour préparer votre rééducation postpartum. Il y a plusieurs façons de le schématiser et de le contracter. Beaucoup vont dire c'est comme si on rentrait le ventre. C'est pas tant juste rentrer le ventre, c'est plutôt la partie basse du ventre que l'on doit rapprocher de la colonne. Moi, je donne souvent l'exemple de c'est comme si j'avais trop mangé au restaurant et que j'arrivais pas à fermer mon pantalon. Et donc, si vous testez cet effort-là, vous verrez que c'est plutôt la partie basse de votre ventre qui va s'activer. On essaye de ne pas compenser avec des côtes, on essaye plutôt d'activer la partie basse du ventre. Et c'est également comme si on plaquait le nombril contre la colonne. Et donc voilà, déjà de s'entraîner à quatre pattes, je trouve que c'est assez intéressant puisque les viscères tombent vers la gravité. Et donc on voit bien quand on active et quand on relâche. Quand on active, le ventre monte et quand on relâche, le ventre descend. Et donc je vous invite déjà à faire ce petit exercice, ce qui permet d'ores et déjà de ressentir cette contraction abdominale. Donc en pratique, comment est-ce qu'on fait pour activer le périnée et les abdominaux en synergie? Eh bien, d'ores et déjà, si vous avez une charge lourde à porter, parce que être enceinte, c'est quand même encore porter parfois des packs d'eau, des valises quand on part en vacances, et ainsi de suite, vous pouvez, pendant l'effort, activer votre périnée et vos abdominaux profonds en synergie le temps de l'effort, par exemple. Ou par exemple, je suis sur le point d'éternuer, je peux très bien activer mon périnée, mes abdominaux en synergie pendant que j'éternue. Et il en va de même pendant une activité sportive. C'est important pendant votre activité sportive qu'il y ait une activation des deux muscles sans tomber dans une hyperactivation ou sans tomber justement dans le fait de ne plus rien ressentir pour rien activer, que ce soit les abdominaux ou le périnée. Donc, au niveau de la rééducation postpartum, il y a deux rééducations qui existent, la rééducation périnéale et abdominale. Les deux ne sont pas systématiques, elles dépendent évidemment d'un bilan qui va être fait au préalable, soit par votre sage-femme, soit par votre gynécologue. La rééducation périnéale, elle peut se faire avec des sages-femmes ou avec des kinésithérapeutes, et la rééducation abdominale, elle est plus généralement faite par le kinésithérapeute. Au niveau des délais de rééducation, on dit souvent que la rééducation se fait à partir de 6 semaines post-accouchement. Donc, généralement, il y a une consultation chez son praticien ou sa sage-femme qui va déterminer l'intérêt ou non d'une rééducation périnéale et abdominale. Et à partir de ce moment-là, il peut y avoir une rééducation. À savoir que la rééducation périnéale chez un kiné nécessite une ordonnance, alors que chez la sage-femme, on peut s'auto-prescrire. Au niveau, je vous ai mis un certain nombre d'idées reçues en rééducation périnéale. Donc, la rééducation périnéale se fait allongée. Je prends souvent l'image d'une entorse, par exemple, de cheville. On est d'accord que cette entorse, vous allez la rééduquer dans une position allongée, assise et debout. Eh bien, le périnée, c'est la même chose. C'est important qu'on le mette en contrainte, puisque quand on a un désagrément gynécologique comme des fuites urinaires, comme en parlait Marine, eh bien, généralement, on les a quand on est debout ou à l'effort. Donc, ça n'a pas du tout de sens de rester allongé pour une rééducation. Au contraire, il faut qu'on se mette debout pour vérifier, en tout cas, et pour vous préparer à l'effort ou à une reprise de sport. Autre idée reçue que j'entends souvent, j'ai une césarienne, donc je n'ai pas besoin de rééducation. À savoir que ce n'est pas tant... alors, il y a forcément le passage de l'enfant par voie basse qui va impacter le périnée, mais c'est aussi le poids de l'enfant qui grandit dans l'utérus qui va du coup imposer des contraintes périnéales sur vos viscères.
qui va parfois mettre en difficulté votre périnée. Donc, on peut tout à fait, par exemple, avoir enceinte des futurs urinaires ou, par exemple, en postpartum, post-césarienne, des futurs urinaires. Donc, même avec une césarienne, parfois, il y a besoin de faire une rééducation périnéale. Pareil pour la rééducation abdominale, que ce soit un accouchement voix basse ou une césarienne, ça peut être nécessaire. Il n'y a pas plus d'importance de faire une rééducation abdominale parce qu'on a une césarienne. Pour le coup, les deux sont justifiés dans les deux cas. Et dernière idée reçue que j'entends souvent, j'ai effectué ma rééducation périnéale, je n'ai donc pas besoin de rééducation abdominale. Alors, en rééducation, on va traiter ce qu'on appelle un diastasis. Un diastasis, il n'est pas toujours problématique, mais il peut l'être. Le diastasis, c'est l'écartement des deux tablettes de chocolat qui, de par la distension du ventre liée à la grossesse, va générer un petit trou. Et donc, ce fameux diastasis va impacter la force de vos abdominaux. Et donc, c'est important qu'on vienne rééduquer ce diastasis pour ces raisons-là, pour ces raisons de manque de force abdominale, mais pas que, c'est aussi pour des raisons esthétiques. Quand on a une sévérité plus ou moins importante, c'est important de venir le travailler. Et enfin, comme je vous ai expliqué juste avant, puisqu'il y a une synergie entre le périnée et les abdominaux, ça a tout son intérêt de rééduquer les abdominaux et pas uniquement le périnée. Merci beaucoup Camille, c'est hyper clair. J'apprends encore des choses. Donc au niveau de la reprise du sport postpartum, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ce qu'il va falloir éviter au maximum, en tout cas dans l'immédiat, c'est tout ce qui va être les efforts à glotte fermée. Donc pour celles qui ont commencé une préparation à l'accouchement, on vous a sans doute parlé de la poussée en bloquant et de la poussée en soufflant. C'est-à-dire, est-ce qu'on va laisser passer de l'air par la bouche ou au contraire, est-ce qu'on va bloquer et engager les abdominaux pour pousser et avoir une poussée efficace? Ben, finalement, c'est ce qu'il ne faudra plus faire quand on aura accouché, parce que le but, c'est que voilà, tout le plancher pelvien se reconstitue et retrouve toute sa tonicité pour qu'on se sente contenu et gainé et qu'au moindre effort d'éternuement, de rire, de tout, il n'y ait pas de fuite urinaire et que les sphincters soient vraiment engainés dans un périnée qui sera renforcé. Donc, continuer tout le travail périnéal qui a été engagé lors des séances de rééducation pendant les séances de sport. Bien sûr, rester indulgente avec soi-même par rapport aux performances. C'est-à-dire que si avant on était très sportive et qu'on a eu un enfant, on ne va pas tout de suite retrouver le niveau identique auparavant. Donc, rester à l'écoute de son corps, y aller progressivement. Poursuivre l'engagement du transverse, donc par les canilles, pour renforcer la sangle abdominale, surtout quand il y a la présence d'un diastasis. Donc, au fur et à mesure, ça va se retravailler. Une augmentation progressive de l'intensité des activités. Au départ, on commence par exemple en musculation avec des petits poids. On va reprendre de la marche ou en tout cas des courses à pied sur des terrains un petit peu plus souples à faible impact. Et puis après, au fur et à mesure, en vous écoutant, en voyant que les symptômes périnéaux disparaissent ou ne sont pas présents, on va pouvoir reprendre l'activité comme auparavant. Bien sûr, il va falloir faire concilier ça avec la présence d'un bébé, au même titre que des tâches essentielles. Malheureusement pour les femmes, c'est pas toujours possible. Donc, je vous encourage à la fois pour prendre soin de votre santé physique, mais surtout pour le mental, à mettre dans vos emplois du temps l'activité physique au même plan et pas voilà, que ça passe pas après d'autres tâches plus essentielles qu'on considère comme plus essentielles parce que c'est le fonctionnement du foyer, mais de ne pas hésiter à solliciter une aide, que ce soit le conjoint, la conjointe, mais également de la famille, d'aller marcher avec votre enfant. Il y a parfois des salles d'activité physique qui proposent des séances mère-enfant, donc voilà, ne pas s'oublier par rapport à ça et prendre conscience que ce nouveau corps, il a donc déjà accompli un miracle puisqu'il a créé un petit être humain, mais surtout que voilà, il faut reprendre conscience et connaissance de ce nouveau corps avec de la fierté, de la douceur et que ce soit pas un unique objectif de retrouver son corps d'avant,
et de perdre du poids, parce que finalement, le sport, c'est bien plus complet que ça et c'est pas vraiment les seuls bienfaits qu'on va rechercher, surtout s'il y a de l'allaitement, par exemple. Et donc, le sport pour un postpartum heureux, c'est voilà, l'adaptation, de l'organisation et de la valorisation de ce que vous allez pouvoir faire. Un petit topo court sur le sport et l'allaitement. Donc, l'activité modérée, donc, c'est-à-dire tout ce dont on a parlé avant, ne modifie pas du tout la quantité de lait maternel. Donc il y a un peu une idée reçue que ça diminue le taux de lipides dans le lait, que ça va en tout cas impacter les qualités nutritionnelles du lait maternel. C'est faux, ça a été multiplement démontré par les études. Il n'y a pas de répercussions négatives sur la croissance du nouveau-né, euh, bien au contraire. Ça va prévenir chez vous, ça on n'en parle pas suffisamment, on en parle autour de la ménopause, mais le fait d'allaiter, ça va donc puiser dans vos réserves de calcium, et les réserves de calcium, elles sont principalement dans les os. Le fait de faire du sport, ça active des micro-traumatismes osseux qui vont être positifs et faire que l'os va se régénérer et ne va pas devenir poreux et cassant. Parce que finalement, hormonalement, les femmes qui allaitent ou après qui sont ménopausées, elles vont avoir une ostéoporose. Et un des seuls moyens de le prévenir, c'est de continuer à avoir une activité physique. Donc, par rapport à l'allaitement, il ne faut surtout pas hésiter à poursuivre. Bien sûr, l'hydratation est plus élevée, en tout cas, on a de plus en plus besoin sur le plan hydrique, donc il ne faut pas hésiter à bien s'hydrater. Porter des brassières adaptées à la poitrine qui peut avoir pris voilà, de la place, et donc il ne faut pas hésiter à acheter du matériel adapté pour être confortable. Bon, s'organiser au niveau des tétés, ça tombe sous le sens, mais finalement, pour éviter un engorgement et pour éviter que les séances soient trop inconfortables avec des seins très congestifs, il ne faut pas hésiter à bien s'organiser. Et donc, toujours la prévention de la dépression du postpartum, le combo sport-allaitement, au niveau de la maîtrise de la prise de poids pendant la grossesse et du retour à un poids de forme qui n'est pas un régime. Il faut être assez vigilant par rapport aux concepts qui ne sont pas du tout les mêmes. On n'est pas sur une restriction calorique, mais sur une activité physique pour puiser dans les réserves. Mais en tout cas, on va retrouver une forme physique plus rapidement grâce à l'allaitement et grâce au sport. Donc en tout cas, l'allaitement n'est pas un frein à la pratique sportive. Donc des petits tips à savoir, on dit un petit peu chez les sages-femmes que la femme enceinte est mal à droite. Vous avez peut-être remarqué pour les patients qui sont en fin de grossesse, quand vous allonchez complètement sur le dos ou sur le côté droit, ça comprime votre veine cave et ça empêche un bon retour veineux. Donc vous pouvez avoir l'impression de vous sentir un peu vaseuse, un peu nauséeuse, à la limite du malaise. C'est pour ça, donc souvent on vous encourage à vous positionner sur le côté gauche ou en tout cas pas complètement allongé dans votre lit. Donc ça peut être avec un coussin d'allaitement. On peut s'inscrire à des cours collectifs, donc que ce soit du yoga, de l'aquagym, pour se créer un petit village. Ça peut être l'occasion de rencontrer des personnes qui traversent la même chose que soi, donc se motiver à plusieurs à cette occasion. Petite vigilance par rapport au fait qu'avec l'imprégnation hormonale de la grossesse, il y a une hyperlaxité ligamentaire qui s'installe avec un risque d'entorse qui est plus élevé. Donc il ne faut pas hésiter à adapter le chaussage pour la course à pied et le type de sol sur lequel on peut courir par exemple. On ne le redira jamais assez, rester bien en conscience de son périnée tout au long du postpartum, donc dans le quotidien, quand on se brosse les dents, pendant une tétée, quand on monte les escaliers, dans plein de petits moments, y penser. On peut également inclure le coparent dans la pratique physique. On parle beaucoup d'épigénétique sur les périodes préconceptionnelles, mais le fait que le conjoint fasse une activité physique, ça aura un impact sur la santé de l'enfant à naître. Bon, une fois qu'on est enceinte, on ne parle plus vraiment de ça, mais son bien-être à lui, votre bien-être à vous, ça peut être voilà, un projet familial de démarrer par exemple une activité physique si c'est une personne qui n'en faisait pas. Voilà, ça peut vraiment être très positif pour tout le monde. Et donc la petite phrase de motivation pour terminer, on regrette rarement d'avoir fait une séance de sport. Après coup, il y a vraiment une libération d'endorphine qui fait beaucoup de bien au mental et bien qu'on puisse être fatigué et être un petit peu
démotivé pour commencer la séance, le mouvement va créer de l'énergie et vous allez vous sentir bien mieux à l'issue de la séance parfois qu'avant. Donc on a remis toutes les sources bibliographiques qu'on a utilisées pour ce topo et on vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, on a une question. Ben, je pense que c'est Camille qui va pouvoir y répondre plus que moi pour le coup. Alors, savez-vous qui prescrit les séances de rééducation abdominale? À qui faut-il le demander? Et pour la rééducation périnéale, je comprends que c'est proposé de manière assez systématique par la sage-femme. Alors, pour que ce soit la rééducation périnéale ou abdominale avec un kinésithérapeute, c'est forcément un médecin qui doit vous la prescrire. Donc, généralement, ils mettent les deux énoncés sur la même ordonnance. Soit ça peut être à la sortie de la maternité, où la maternité vous transmet des ordonnances, ou ça peut être votre médecin généraliste ou votre gynécologue. En tout cas, tout praticien tout médecin, quelle que soit sa spécialité, peut vous faire une ordonnance. Vous disiez, est-ce que tu peux juste me répéter la question? Dans la fin, c'était à qui il faut demander pour la rééducation périnéale. Je comprends que c'est proposé de manière assez systématique par la sage-femme. Alors, la rééducation périnéale, ça dépend vraiment des sages-femmes. En tout cas, il y a certaines femmes qui n'en ont pas forcément besoin. Donc, vraiment, pour le coup, ça dépend de l'examen clinique initial. Alors, pour donner mon expérience personnelle, nous, je sais que dans notre maternité, avant, on la prescrivait en systématique. Et en fait, les dernières études ayant démontré qu'il n'y avait pas de bénéfice à en faire chez toutes les patientes de façon vraiment bête et trop systématique, maintenant, on préfère leur dire qu'il faut qu'il y ait une évaluation à la consultation postnatale, donc 6 semaines après, et qu'en fonction, ça donnera lieu à une prescription avec un nombre de séances à réévaluer, etc. Mais avant, c'est vrai qu'on faisait une ordonnance un petit peu automatique avec marqué 10 séances de rééducation, alors qu'en fait, il y a des patients qui ne vont pas du tout en avoir besoin, d'autres pour qui ce sera 3 séances et d'autres pour qui ce sera bien plus. Donc, on préfère que les patients soient réévalués et qu'il y ait une prescription à cette occasion-là. Oui, on est beaucoup moins dans le systématique qu'avant, donc c'est pas choquant si vous n'avez pas forcément besoin d'une rééducation périnéale. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques, des choses qu'on aurait pu améliorer ou plus approfondir sur certaines notions. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc, pas d'inquiétude si rien n'est proposé à l'issue de l'examen clinique. Voilà, exactement. Si à l'examen clinique, votre gynécologue ou votre sage-femme vous dit qu'il n'y en a pas besoin, eh bien, il y a pas de souci à se faire. C'est tout à fait légitime. Alors, bien évidemment, l'examen clinique, il se fait en position allongée. Donc, c'est important aussi qu'il y ait votre regard de la situation qui rentre en jeu sur la nécessité ou non d'une rééducation. Si vous avez l'impression qu'à l'effort, vous avez des problématiques particulières, faut pas hésiter à demander une ordonnance de rééducation. En sachant aussi que ordonnance de rééducation ne veut pas forcément dire renforcer votre périnée. Par exemple, ça peut être du travail de cicatrice, une cicatrice intravaginale, par exemple, parce que douleur sexuelle. La rééducation périnéale, ce n'est pas que du renforcement du périnée. Ça peut être justement, à l'inverse, un périnée qui est trop tonique. Donc, tout dépend du bilan initial et de vous, la sensation que vous avez de votre corps. L'avantage, c'est que là, vous pouvez avoir un regard sur votre état. Là, vu que vous êtes enceinte de votre 8e mois, vous savez comment, si vous arrivez à contracter votre périnée, vous ressentez quelles sont vos capacités. Vous avez un bon regard sur votre corps. Et donc, en postpartum, vous aurez un regard qui sera toujours pertinent, avec une conscience corporelle qui aura peut-être changé. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre opinion aussi de la situation. Oui, et puis finalement, la rééducation du périnée, on en parle beaucoup en post-accouchement, mais c'est des choses qui vont pouvoir se refaire en entretien bien plus tard dans la vie d'une femme.
Et à l'occasion d'une consultation gynécologique avec une sage-femme ou un gynéco, il ne faut pas hésiter à décrire s'il y a d'éventuels symptômes gênants dans la vie quotidienne, hein. Le fait d'avoir des fuites urinaires, c'est quand même assez impactant sur le plan social, donc il ne faut pas hésiter à en faire la remarque. Et il ne sera jamais trop tard pour le retravailler au cours des séances. Voilà, ça fait partie de la vie d'une femme, le travail d'une périnée. Donc rien n'est jamais trop tard. Nous, on l'encourage assez rapidement pour que voilà, vous puissiez ne pas développer de symptômes et que, oui, presque une éducation plus qu'une rééducation au périnée, parce que je sais qu'il y a certains pays, par exemple, pas forcément en Europe, mais en Afrique, où les jeunes filles, dès qu'elles sont réglées, on leur apprend à contracter leur périnée, avant même qu'il y ait tout ce qui est en lien avec la grossesse, l'accouchement. Mais il y a vraiment cette culture de l'éducation au périnée et que ça doit être quelque chose qui est travaillé quotidiennement à vie. Donc voilà, il ne faut pas se dire que si on n'a pas eu d'ordonnance là, juste après l'accouchement, c'est voilà, c'est quelque chose qui se travaille à vie. Voilà. D'où l'intérêt de connaître la contraction périnéale avant d'accoucher, à savoir aussi qu'une grosse atteinte périnéale, j'entends par exemple une grosse déchirure ou des particularités voilà, de lésions lors de l'accouchement, ne veulent pas du tout dire que la personne va avoir des difficultés après sur le plan rééducatif. Ça n'a pas du tout de lien. Alors ça peut, mais pas forcément. Donc voilà, tout dépend du bilan après 6 semaines d'attente. Très bien, et ben merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà. Demain, on se retrouve aussi pour un nouveau talk sur les 6 alliés pour le jour J, donc le jour de l'accouchement. Vous pouvez vous inscrire directement sur notre application. Vous avez le talk sur la page d'accueil et vous verrez aussi les autres talks à venir jeudi et vendredi. Merci beaucoup. Merci Avec beaucoup. Ce petit plaisir. talk Merci est à très tous. intéressant. Au revoir. Merci. Au revoir.